Freezing cold in ancient Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in ancient Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné des pierres et vacances de la cinématographie. J'ai nommé Marcel Artafia et Lou Bobin. Bonjour, est-ce que vous avez passé un bon été ? Oh oui, pas mal. C'est l'émission de rentrée, on est très content de vous retrouver. Alors Marcel, je crois qu'on a pu vous voir en juillet sur les planches du festival FEMA à La Rochelle. Vous parliez de quoi ? J'ai allumé le feu de salle de 1000 personnes avec Barbara Stanwyck. Oh, c'est pas possible, mais c'est une obsession là, je commence à m'inquiéter. Non, pas fini. Alors vous, par contre, vous, Lou, c'était plutôt la bicyclette, je crois. La bicyclette, et puis je me suis fait discrète. J'ai été au festival de cinéma de Bologne et je serai bientôt au festival Lumière. Oh là là, mais il n'y a que moi qui ne vais pas faire dans les festivals, alors c'est terrible ça. En tout cas, on est très content de vous retrouver en cette nouvelle rentrée des Bobines. C'est une 3e saison quand même des Bobines. Cet été, on a pu avoir les Bobines de Carpenter. J'espère que vous avez tous écouté, en tout cas vous pouvez réécouter ces émissions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait toujours énormément plaisir. Alors pour commencer cette nouvelle année, nous avons le plaisir de recevoir Maude Lerest. Bonjour Maude. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste santé et autrice spécialisée dans les questions de genre, la santé mentale et le cinéma. Vous êtes également spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles et vous avez écrit avec Eva Tapiero Les patientes d'Hippocrate quand la médecine maltraite les femmes aux éditions Philippe Ray. Et plus récemment, Tu devrais voir quelqu'un paru aux éditions Anne Carrière en 2024. Alors une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de portrait puisque nous allons non pas nous concentrer sur une bobine en particulier, mais aborder différents archétypes de personnages féminins. On va les appeler les archémeufs dans le cinéma, comme tu aimes le présenter sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ce qui nous a paru tout à fait intéressant. Alors c'est vrai que la fiction est faite de typologies de personnages, c'est indéniable. Et c'est vrai que quand on te lit sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les archétypes féminins ou les archémeufs du cinéma jusqu'à aujourd'hui peuvent se ranger dans différentes catégories et qui nous font vite tomber dans une sorte de sexisme, n'est-ce pas ? Oui, clairement, en fait, même dans des films qui ne sont pas foncièrement misogynes en soi, on retrouve toujours des archétypes. J'essaie de faire des publications sur chacun d'entre eux. Globalement, j'ai fait... la femme hystérique, la manic pixie dream girl, la demoiselle en détresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi la manipulatrice. Enfin voilà, c'est des choses qui reviennent beaucoup au fil des années, franchement, et même encore aujourd'hui. Donc c'est des facilités d'écriture. Et malheureusement, les actrices ne peuvent pas forcément choisir leur rôle, donc parfois elles sont cantonnées aussi à certains types de personnages, quoi. Parce que toi, tu aimes la fiction, tu aimes le cinéma, je suppose. Tu as toujours été... Ah, je déteste. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, je me casse. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, en fait, le truc, c'est que comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis aussi journaliste ciné et j'aime beaucoup je suis très cinéphage, cinéphage mais en même temps mes convictions féministes me font parfois constater et analyser certains films avec un regard critique et réaliser que franchement l'égalité on n'y est pas en termes de représentation genrée, quoi. Globalement les actrices et donc les personnages qu'elles incarnent sont hyper stéréotypés et ça quelque part ça nuit aussi aux luttes féministes parce que quand nos imaginaires sont façonnés par des choses aussi stéréotypées, sclérosées et puis caricaturales, forcément, on grandit avec ça, on vit avec ça et on avance plus lentement, quoi. Si je vous invitais à dîner pour m'excuser de mon impolitesse,
Vous me donnez votre numéro, j'ai déjà votre adresse. Vous n'allez pas vous enfuir. Vous voulez quoi comme numéro? Je sais pas, vous en avez beaucoup? Oui, j'ai des numéros plein les poches. Vous voulez un exemple? 10. 10. Ouais. Dis-moi, c'est l'âge de ma petite fille. Vous avez une fille? Oui. Ouais, sexy, hein? Vous voulez un autre numéro? 6. C'est l'âge de mon autre fille. 8, c'est l'âge de mon fils. 2, c'est le nombre de fois où je me suis mariée et divorcée. 16, c'est le nombre de dollars sur mon compte en banque. 850, 39, 43, ça c'est mon numéro de téléphone. Et avec tous les numéros que je viens de vous filer, 0, c'est le nombre de fois que vous téléphonerez. Bim. Alors on peut commencer donc par un premier archétype, un premier archémeuf. C'est la mère courage. On a entendu un extrait de... Erin Brockovich. Bravo. Excellent film à Oscar de Steven Soderbergh avec l'énergique Julia Roberts dans le rôle d'une mère de famille célibataire prolo au chômage qui va être lanceuse d'alerte en révélant un scandale sanitaire où personne ne va la croire et finalement elle va avoir gain de cause. Voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est un stéréotype qu'on appelle la mère courage, qu'on a vu beaucoup dans les women's pictures des années 30. C'était très très à la mode. Je pense notamment à Stella Dallas. Avec qui? Avec Barbara Stanwyck. C'est un toc en fait. C'est un toc. C'est pas du tout la seule. Enfin, je veux dire, c'était vraiment la mode. Enfin, je pense à par exemple Gaby Morley. Le voile bleu. Le voile bleu. Enfin, disons que c'était un type qui ne date pas d'hier, mais qui a été réactivé dans l'histoire du cinéma. Maud, peux-tu nous parler un peu de ce type-là? Ah oui, ça irradie dans l'histoire du cinéma et c'est presque du sexisme bienveillant en fait, parce que du coup elle est forte, mais elle est mère avant tout. Je suis femme et maman avant tout. Et donc ça peut contrebalancer aussi un côté parfois jugé trop sexy. Typiquement Erin Brockovich, Julia Roberts joue une espèce de bimbo en fait, mais ça va parce que c'est une mère, donc ça va. Et si vous voulez, les femmes parfois ont presque besoin d'avoir ce rôle de mère pour avoir une légitimité quelque part morale. Donc la mère courage, ça va être la femme qu'on admire parce qu'elle jongle avec les responsabilités, avec le stress. Et en même temps, c'est pas une pute, quoi, du coup. Oui, voilà. Vu que c'est la maman la putain, bon, et puis... Alors parfois, c'est bien employé, hein, c'est pas toujours mal employé, ce genre de figure. Moi, je pense à Plein Temps, qu'on a vu avec Laure Calamy il y a 2 ans, où là, c'était vraiment justement une dénonciation sociale de la condition des mères célibataires, et ça peut être vraiment... quand c'est bien employé, justement, c'est la preuve aussi que le cinéma peut s'emparer de ces archétypes-là et bien les utiliser. Mais globalement, si on voit Erin Brockovich... moi, j'adore, mais... j'adore Soderbergh, j'adore Erin Brockovich, mais c'est toujours stéréotypé, quoi. Et, en fait, je dirais, pour l'avoir vue récemment, disons qu'elle peut pas très bien s'occuper de ses enfants parce qu'elle est pas là, parce qu'elle est sur le dossier, parce qu'elle est sur le terrain, et je trouvais que c'était pas non plus totalement manichéen, comme certaines mères courage que j'ai vues par le passé, où je me disais vraiment cette tarte à la crème de la femme qui sacrifie, qui pleure et tombe à genoux en laissant son enfant s'en aller. Mais je pensais par exemple à Mama Roma, parce que c'était quand même l'extraordinaire Anna Magnani, grande actrice qui aura sa bobine à elle certainement. Il y a aussi c'est un morceau de bravoure pour les actrices, en même temps qu'un rôle un peu controversé. Voilà, en plus... C'est quand même des actrices qui n'ont plus 20 ans en général qui font les mères courage, et donc ça peut permettre de se réinventer aussi, j'imagine, et de trouver un rôle autre que celui de la bombe sexuelle. On devient maman, on passe de l'autre côté de la barrière. Et il y a des spécialistes en fait, tels que Marie Astor, qui était un peu dans les comédies sophistiquées, légèrement sulfureuses, qui a eu des problèmes avec... Qu'on voit dans Le Faucon Maltais notamment. Voilà. Et en fait, elle se recycle vraiment dans la sugar mamie. Notamment dans Meet Me in Missouri, enfin tout ça, les 4 filles du Dr March. Non, les 4 filles du Dr March, et là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les 4 filles du Dr March, c'est ce personnage de mère courage. Avec le mari parti au front, les 4 filles qui gna gna gna. Vous le faites bien, Marcel. Oui. Gna gna gna. Et souvent, c'est des actrices emblématiques comme Suzanne Sarandon, qui a joué notamment dans Le Client, où ça n'est pas la maman, mais qui est l'avocate d'un très très jeune enfant en danger. C'est ça, et qui donc fait une projection sur cet enfant parce que justement, on lui a retiré la garde, et donc voilà. Donc en fait, elle est avocate, mais mère avant tout. Enfin, on peut mettre Gloria aussi dans cette catégorie-là, mais... Ouais, absolument.
avec Gina Rollins qui nous a quittés. Une femme, un flingue et un gosse. Ouais. Voilà, mais après, c'est aussi des personnages qui leur permettent de s'émanciper d'un archétype. Et puis, de toute façon, le cinéma n'est qu'une succession de stéréotypes, quels que soient les rôles. Hein. On parle des stéréotypes féminins, mais du côté masculin, c'est pareil. Les seconds rôles, c'est la même chose. Et c'est aussi mais là, on est sur les ladies. Ce qui est intéressant avec sa figure de la mère courage, c'est que, on va pas se cacher qu'à partir d'un certain âge, les actrices sont beaucoup moins désirables et désirées, alors que les hommes, les acteurs, c'est jusqu'à 50 ans, 60 ans, ils jouent les sex symboles. Et le rôle de la mère, ça permet de retrouver aussi des rôles quand on est quelque part périmé. Je mets des guillemets. Hein. On n'est plus baisable, donc on devient maman. En gros, c'est ça. Ce qui n'existe beaucoup moins, en tout cas pour les hommes, parce qu'à 40 ans, il aura toujours son arc narratif propre, à 50 ans aussi. Et les femmes, ce sera beaucoup plus, on va leur mettre des enfants dans les pattes, parce que de toute façon, elles ne pourront pas avoir leur arc narratif en ayant 40 ans, parce qu'elles sont plus désirables. En fait. Il y a même une nouvelle tendance, maintenant, c'est le vieux mâle blanc qui est trop vieux pour faire des trucs et finalement qui va revenir. On l'a vu avec Top Gun Maverick, là récemment avec Formule 1 avec Brad Pitt. Finalement, personne n'y croit parce qu'il dit mais t'es trop vieux, Brad. Et puis mais si je peux le faire. Eh ben, regarde ce que ma doublure cascade va faire. Voilà, c'est un peu ça aussi. Hein. On parle aussi du film de Martin Scorsese, Alice n'est plus ici. Avec Ellen Burstyn aussi, qui est un très beau film aussi. Enfin, j'aime bien ce film. Mais moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors il est problématique par plein d'aspects, notamment qu'elle a toujours besoin de la salvation d'un homme pour aller bien. Mais en même temps elle le dit. J'ai toujours besoin d'un homme dans ma vie, ça va pas. Mais et puis il y a des très beaux moments entre elle et son fils qui sont vraiment adorables. En plus, tu vois qu'elle ne donne pas une éducation genrée à son fils, et pour l'époque c'est hyper moderne parce qu'on parle des années 70 quand même. Mais bon, toujours encore une fois, c'est très hétéronormé, elle a besoin d'un homme dans sa vie, il faut qu'il ait un papa, et on va pas finalement les voir terminer leur vie juste elle et son fils, et ça va bien. Non, il faut qu'un homme rentre dans l'équation, et c'est toujours insupportable, quoi. Et j'aimerais parler du film, parce que c'est pour moi un peu le contre-exemple, c'est Kramer contre Kramer. Parce que on ne voit pas beaucoup Meryl Streep dans le film, mais par contre, son rôle n'est pas stéréotypé. Et ça, c'est intéressant. Ouais, c'était un film intéressant parce que justement, sa figure plane comme ça au-dessus du film, et comme tu le dis si bien, on la voit pas tant que ça. Et justement, c'est une mère qui a décidé de pas assurer. Qui a dit à son ex-mari, démerde-toi, quoi. Et qui est ni folle, ni stupide. Je veux dire, c'est simplement qu'elle en a trop, qu'elle peut pas gérer, qu'elle lui dit. Et que lui va apprendre ce qu'il a jamais fait. Ouais. Et du coup, on va avoir de la compassion pour lui. On dit oh le pauvre, il est fort. Voilà. Oui, mais on la déteste pas non plus. Je veux dire, le film ne monte pas contre la mère. Il montre simplement quelqu'un qui essaie de se débrouiller effectivement, mais qui n'a pas assuré avant. Tout est dans la récupération. Le problème, c'est toujours ça. Hein. C'est un film qui est bien selon moi, mais qui est récupéré après par les mascus pour dire regardez, les femmes abandonnent leurs enfants. Regardez et aussi le double standard. La mère courage, on va quelque part considérer que c'est normal, alors qu'elle en fait beaucoup, mais si un homme fait ça, c'est un héros. C'est un dieu, bien sûr. Voilà, il y a aussi un double standard par rapport à ça. Et récemment, je sais pas ce que tu en penses, j'ai vu Boyhood de Richard Linklater, et j'ai été très surpris du film qui est très doux, très bienveillant, et qui a des très beaux portraits finalement. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il joue un drame, mais en fait non. Et on voit Patricia Arquette qui joue une mère, effectivement, qui sur 20 ans traverse beaucoup de choses, et du coup je trouve que c'est un très beau portrait, je me trompe pas. Moi je suis trop fan de Linklater, donc tu tapes à la bonne porte. Parfait. Boyhood, en plus je l'ai revu il y a pas longtemps, je me souviens, je l'avais vu au ciné à l'époque, et c'était une claque, quoi. Et c'est une mère qui est toute seule, qui reprend pas son ex-con de mari. Qui a pas l'air si con que ça non plus. Non, il s'était marié jeune. Il est très immature, quoi, quand ça. même. Et puis, et en même temps, parfois elle pète les plombs, et puis c'est donc, comme tu dis, c'est sur 20 ans, quoi. Donc, le film a été tourné, on le rappelle, sur 20 ans. Hein. Il a tourné avec les mêmes acteurs. Donc, Boyhood, parce que c'est l'histoire de ce petit garçon qu'on commence à voir quand il a quel âge, du coup, 7-8 ans, je crois. Tourné sur 12 ans, pardon. C'était tourné sur 12 ans. Ah bon, d'accord. Ouais, parce que du coup, ça termine quand il va à la fac. Tout à fait. Et ça commence quand il est petit garçon. Voilà, exact. C'est ça. Et donc, c'est vu à travers ses yeux à lui, de petit garçon qui va devenir un jeune homme. Et on voit sa mère, en fait, qui essaie tant bien que mal de s'occuper de ses enfants, qui se met avec un homme violent à un moment, qui boit. C'est là pour qui reprend ses études pour être prof à la fac en parallèle. Voilà. C'est Boyhood, donc on parle de ce petit garçon-là, mais c'est aussi le portrait de sa mère. Le père, on le voit très peu finalement, Ethan Hawke. C'est
c'est pas du tout le sujet du film. C'est Patricia Arquette qu'on voit beaucoup et qu'on voit moins au ciné depuis un moment maintenant. C'est vrai. Et c'était super. Enfin, c'est vraiment un des rôles de sa vie, ce film-là. En plus, c'est une actrice qui a assumé, même on en parlait des fois, elle a assumé sa transformation physique parce qu'elle a pris du poids, etc. Ça. Mais ça, c'est quelque chose qui à Hollywood, ça peut être rédhibitoire complètement. Et elle a continué à jouer, elle est assez forte, et sa sœur aussi, assez militante aussi, Rosanna Arquette. Donc c'est vraiment une femme qu'on devrait revoir un peu plus, effectivement. Et là, très belle découverte d'un des films de Douglas Sirk, qui n'est pas le plus connu, qui est Désir de femme, où on voit une femme qui est comédienne, mais qui a en fait laissé tomber sa famille et ses enfants, et qui revient dans sa ville natale pour ce qu'elle pense être une soirée, avec des rapports très conflictuels avec sa fille aînée, des rapports très complexes. Très très beau film, où elle n'est pas punie à la fin. Ouais, et ça fait du bien, ça. Et en fait, on s'y attend pas. C'est un rôle magistral de Barbara Stanwyck. Je vous ai bien eu. On l'a pas vu venir, j'allais pas venir. Moi, j'allais parler de, bien sûr, Imitation of Life. Ben voilà, Douglas Sirk, il est assez fort pour parler des femmes mûres qui en ont vu. Après, on se rend compte qu'il y a eu une très belle rétrospective à la Cinémathèque sur le cinéaste John Amstall, et globalement, Douglas Sirk a fait quasiment des remakes de tous les films qui ont marché de John Amstall. Et Imitation of Life, il y avait une première version avec Claudette Colbert, mais qui raconte l'histoire de deux femmes mères célibataires, une qui est afro-américaine et une qui est blanche, et de leurs enfants qui grandissent ensemble. Et le drame pour la femme afro-américaine, c'est que sa fille a la peau très blanche, et elle l'aime, mais la fille qui est plutôt blanche ne se reconnaît absolument pas dans cette vie-là, renie sa mère. Enfin, c'est vraiment, si vous voulez chialer, c'est et là, le si vous pleurez pas, vous êtes vraiment un monstre. C'est horrible, elle jette des choses à la figure de sa mère. Et tout ça. On parle beaucoup de... What a move. I fell in love right there. But in Vegas, for a girl like Ginger, love costs money. Alors, le deuxième extrait, c'est un des extraits de Casino de Martin Scorsese, où le personnage de De Niro voit Sharon Stone pour la première fois, et il va tomber, donc, comme il le dit, instantanément amoureux. Là, c'est la femme trophée. Alors, qu'est-ce que la femme trophée, Maud ? Ah ouais, ça, il y en a beaucoup. Bon, c'est des actrices toujours considérées comme très très belles et très sexy, qui sont en général des icônes de leur temps. Donc Sharon Stone, c'est... pour le coup, c'est un peu inversé à la fin du film. Elle commence à avoir un peu sa personnalité, mais bon, la femme trophée, c'est une nana qui est là pour être faire valoir, qui est très belle, qui est un peu muse aussi, ça va ensemble. Hein. C'est une actrice qui va être là, soi-disant avec un rôle important dans le film, mais au final, il n'y aura pas grand-chose d'exploré dans sa psychologie et dans sa narration. Voilà, parce que le héros, c'est le mec et c'est son histoire qui importe. Moi, je pense instantanément au Loup de Wall Street, j'en parlais tout à l'heure. Margot Robbie, elle commençait à cette époque-là et elle a été un peu découverte avec ce film. Et moi, je trouvais ça bizarre qu'on parle beaucoup de son rôle parce qu'elle dit rien dedans, quoi. Enfin, c'est littéralement. Pour moi, c'est vraiment un des exemples typiques aussi. Et oui, Sharon Stone, Casino, c'est vraiment ça, et c'est dommage parce que pour le coup, c'est vraiment une super actrice, quoi, mais qui était réduite à sa plastique. C'est les actrices réduites à leur plastique. Emmanuel Béard a pas mal usiné dans ce registre, on peut le dire, et notamment chez un grand réal comme Sautet. On pense à... Un cœur en hiver, oui. Avec Daniel Auteuil. Et alors, moi, j'adore... Et Nelly et Monsieur Arnaud. Hein. Et ouais, exactement. Et puis Manon Dessources, c'était un petit peu ça Manon aussi. Dessources. Toujours Auteuil qui court après. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, alors quand pour le coup, elle, on parlait aussi de femme politisée. C'est une femme très politisée, très engagée, qui a été blacklistée pendant un moment, qu'on n'a plus trop vue, et qui était un sex symbole ultime, et qui a raté sa chirurgie. Et ensuite, on n'a plus voulu la voir, alors que c'était. Et on lui a fait payer un prix démentiel. Ouais. La chirurgie, c'était cher ? Ah non, évidemment, les conséquences, d'accord. Alors, la femme trophée, moi, je pense notamment aux années 30. Non, c'est pas ce que vous pensez. Je pense à Jean Harlow. Jean Harlow, qui était typiquement la bombshell, la grosse bombasse, mais finalement qui s'empare du rôle parce qu'on lui laisse être ce qu'elle est, c'est-à-dire une fille très très drôle, très féroce, comme dans les films qu'elle a tourné avec Clark Gable, comme La Malle de Saigon ou
Merde alors. Red Dead Woman, non Oui. Non, enfin, je veux dire, en fait, je pense que le but initial, c'était de dire tu peux rentrer dans ces robes et t'es sexy et tu fais bander les mecs. Mais courte carrière, mais beaucoup plus que ça, finalement. Comme Greta Garbo, qui est vraiment l'archétype de la femme très, très, très attirante, et pas comme Marlène Dietrich, qui a forcément du répondant. Mais en attendant, quand on voit Marie Walewska ou la reine Christine, elle en a, Greta Garbo. Elle en jette. Hein. Oui, mais est-ce que c'est un des elle a des rôles. Oui, non, mais elle a des rôles très, très complexes, très importants. Finalement, les femmes trophées, elles sont aussi, c'est souvent dans des films où il y a une compétition entre deux hommes. Oui. C'est beaucoup ça, un trio. Les films de gangsters, par exemple. Suzy et les Baker Boys, Marie à tout prix. Les films de gangsters, oui, ou alors les comédies. Marie à tout prix, c'est ça. Alors après, du coup, c'est tourné en dérision. Mais bon, moi après, j'avoue, j'aime bien. Mais je veux dire, c'est quand même terrible ce film. Mais bon, c'est marrant. Mais oui, la femme trophée, c'est du sexisme bienveillant, voilà. C'est soi-disant, on donne un rôle important à une femme, mais en fait, elle sert à rien. Et puis c'est des films qui passent évidemment pas le test de Bechdel comme la plupart des films de toute façon. Mais là, vraiment, c'est l'archétype de ça. Et c'est très cynique parce qu'on fait croire qu'elle est importante, mais elle l'est pas du tout, quoi. C'est Meryl Streep, quand même, qui est régulièrement citée pour avoir dit j'aurais beaucoup aimé tourner pour Martin Scorsese, mais s'il avait été capable de faire un vrai rôle de femme. Et de fait, à part Alice n'est plus ici ou New York avec les amis d'Ellie, je ne considère pas qu'il ait tellement excellé. Mais d'ailleurs, comme tous ses amis du Nouvel Hollywood, je ne considère pas qu'ils étaient excellents, alors qu'ils avaient cette culture de cinéma. J'avoue. Ils citent tous en pleurant les films avec Bette Davis, avec Katharine Hepburn, avec ces grandes stars qui les ont biberonnés. Et ils sont tous assez nuls. Je pense à Coppola, je pense à Spielberg, je pense à De Palma. Pas très bons en personnage féminin. Pourquoi ? J'aimerais leur poser la question. Pourquoi ? Mais parce que ça ne les intéresse pas, les femmes. Les femmes ne sont pas intéressantes, ne sont pas C'est-à-dire que c'est comme si elles ne devaient pas rentrer dans la dramaturgie, que l'arc narratif n'est pas assez important pour qu'on puisse faire un film autour de ça. Exactement. Pourtant, le personnage de Dan Keaton dans le Parrain pourrait être un personnage intéressant. Non, certes, il est assez effacé. Mais elle le défend, ce personnage. Mais tu vois, le truc, c'est que quand on dit ça, globalement, les réalisateurs de cette époque et les réalisateurs en général ne s'intéressent pas aux femmes. On va toujours dire oui, mais ce film et ce film. Mais en fait, il y aura toujours une ou deux exceptions. Mais globalement. C'est assez massif. Hein. Enfin, je veux dire. Oui, non, c'est sur toutes ces années-là, qui ont été les nôtres, c'est-à-dire qu'on a été biberonnés par ces films-là, c'est vrai qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit mais où sont les nanas où sont les rôles intéressants? Moi, par exemple, je me suis fait le test, je me suis dit qui jouait dans Les Incorruptibles. Ouais. Et c'est Patricia Clarkson qui en fait a une grande carrière. Et en fait, les films de Spielberg, je vous mets au défi. Spielberg, c'est pareil, qui joue la mère dans E.T., les dents de la mer, les dents de la mer et tout. Absolument aucun souvenir et c'est quand même c'est pas anodin, quoi. C'est marrant parce que j'avais une conversation avec des copains garçons il y a quelques mois et je sais pas pourquoi il y en a un qui demande et vous, c'était qui vos héros, en fait, quand vous étiez petit quelqu'un que vous voyiez, que vous trouviez badass et donc, eux, direct, ils ont trouvé, mais j'en sais rien, moi. Bruce Willis. Et en fait, moi, j'ai réfléchi. Une fille que j'aurais trouvée badass, il y en avait vraiment peu, et j'ai réalisé que... en fait, les seuls personnages qu'on me proposait qui avaient du charisme et qui étaient courageux, en général, c'était des hommes. Mais je ne m'identifiais pas à eux parce que je m'identifiais comme femme. Et donc, j'avais pas vraiment pu grandir avec des modèles de femmes fortes, ou alors il fallait plutôt aller dans la musique, du coup, des chanteuses de rock. Mais dans les films et dans les séries, les dessins animés quand t'es petit, quasiment aucune. Il y avait Mulan, par exemple, que j'aimais beaucoup. Mais vraiment, des exemples, j'en ai trouvé peut-être 3, quoi. Alors Maggie, peut-être, la Maggie, la sitcom, non. Alors qu'eux, en fait, ils avaient pléthore de trucs. Ils avaient grandi entourés de modèles d'hommes courageux. Et moi, j'avais grandi, comme toutes les filles de femmes de mon âge, ou avant ou après, avec très très peu de modèles de femmes courageuses avec leurs aspirations propres. Moi, je pense que on m'a posé la question et le seul truc qui est ressorti, c'était une nounou d'enfer. Et d'ailleurs, Fran Drescher, on pense à elle, syndicaliste de génie, grande femme, récente, grande scénariste, ma sorcière bien grande aimée, dame de la aussi. télé. Ça, et ma sorcière bien aimée, bien sûr. Arrête de te raconter des histoires. Vas-y, frappe-moi. Au lieu de me baiser, frappe-moi, te gêne pas. Tu me fais de la peine, Alex. Tu es une pauvre fille, seule et triste. Garde tes airs supérieurs, salaud, et t'as pitié. Oui, j'ai pitié de toi, oui, j'ai pitié parce que tu es malade. Pourquoi ? Parce que jamais je ne te permettrai de me traiter comme une pute qu'on s'envoie une ou deux fois et qu'on balance à la poubelle. Je veux être respectée. Tu veux être respectée. Respectée.
Anne, je t'en prie, ne pars pas. J'ai dit ça comme ça n'avait pas de sens. Je dirai tout à ta femme. Si tu parles à ma femme, je te tue. J'ai qu'un coup de téléphone à donner. Voilà. une version française magnifique, hein, bien sûr. J'adore les doublages français. Quel est ce film ? Que je n'ai pas vu, Liaison fatale. Liaison fatale, effectivement. Extraordinaire film où les kikis sont en danger. C'est effectivement, les kikis sont en danger. Bon, c'est un thème que tu adores, Marcel. Je sais que Liaison fatale, pour toi, on pourrait faire une émission dessus, je pense. Maud, ça, c'est pour parler un peu d'un nouvel arc et meuf, la manipulatrice. Ouais, la manipulatrice. Ça, on adore ça, la manipulatrice. La manipulatrice est une femme qui est généralement folle du cul, quand même. Très belle, et elle va jeter son dévolu sur un homme, un pauvre homme qui n'a rien demandé, et qui va être très maltraité par elle. Et puis voilà, donc c'est vraiment le fantasme masculiniste, misogyne de ces femmes qui feraient souffrir les hommes parce qu'elles ont pour dessein de prendre le pouvoir quelque part, et donc elles utilisent les moyens qu'elles ont à leur disposition, à savoir le cul. Donc c'est Liaison fatale qui est le film le plus parlant pour exemplifier, illustrer ça. Qui a terrorisé des millions d'hommes. Et qui a donné naissance à un genre presque de la femme manipulatrice comme ça. Et dans ce genre-là, c'est toujours Michael Douglas. Le mec en face. Le petit menton en galoche. Ah, j'aime bien Michael Douglas. Il a l'air sympa. Et ouais, mais alors j'aimerais dire que ça vient pas de nulle part. En fait, pour moi, il y a une naissance un peu de la femme manipulatrice parce que ça arrive tout de suite après la guerre dans les films noirs. Là où avant les femmes n'étaient pas forcément punies, là les morts des femmes dans les films noirs sont particulièrement atroces à partir du milieu des années 40. Soit c'est la déchéance comme dans Fallen Angel de Tom Preminger où cette pauvre Linda Darnell finit très mal parce qu'elle est méchante, elle est vicelarde, quoi. Donc j'en ai une palanquée, mais je citerai en France Danielle Delorme dans Voici le temps des assassins, qui finit quand même bouffée par des chiens, tellement elle est méchante. Génial. Ouais. Il y a une jouissance, je pense, pour le spectateur masculin à voir cette femme se faire dégommer et tuer et la voir souffrir, et c'est presque cathartique pour ces mecs qui, je pense, ont envie de buter des meufs, quoi. Enfin, c'est mon avis. Et c'est vrai qu'on a parlé récemment parce que là, c'est des films qui finalement sont d'une certaine époque, beaucoup des années 80, tout ça. Récemment, on a eu effectivement un film, alors on avait parlé avec Marcel et Hélène Frappa, à propos du gaslighting, on avait parlé de ce film Gone Girl de David Fincher, que moi j'avais aimé, et après avoir passé une heure avec notre amie Hélène Frappa, je me suis dit que j'étais en fait quelqu'un d'extrême droite qui avait aimé un film dégueulasse. Alors qu'est-ce que tu penses de ce film ? C'est toujours le problème de la récupération des objets culturels, tu vois. Typiquement Peaky Blinders, à la base c'était pas censé être un truc de mascu, c'est devenu un truc de mascu par le public qui se l'est réapproprié. Moi, qui aime les gilets. Ouais, et les petits bérets, et pas se laver aussi, je pense. Et donc non, Gone Girl, c'est tout à fait ça. Alors moi, je suis pas fan de Fincher. Je trouve que quand même, il en est pas à son coup d'essai de film pour mascu. Fight Club, c'était quand même un peu leur emblème, quoi. Et on est vraiment dans la figure de la manipulatrice. Et alors, petite anecdote, j'en parlais avec un ami l'autre jour, et il me dit, tu sais, moi, les mecs autour de... Donc, qui est gay, il me dit, mais moi, je traîne avec beaucoup de mecs hétéros, donc je peux les observer. Et il me dit... j'ai remarqué que chez plein de potes mecs hétéros que j'ai, ils ont tous comme figure repoussoir ultime Gone Girl, et ils ont peur de cette femme. En fait, ils ont peur d'une femme qui serait très belle, très intelligente, et qui viendrait bousiller leur vie par la manipulation. Et pour eux, Gone Girl, ça illustre parfaitement ça, et il le cite à chaque fois. L'angoisse masculine. L'angoisse extrême. Hétéro-masculine. Donc c'est le Liaison fatale des années 2010. Exactement, ouais, exactement. Et vraiment... Il n'y a pas de kiki coupé là. Bah, c'est dommage. C'est symbolique. Le kiki de Ben Affleck, ça aurait été marrant. Ça mettait un peu de viande. Mais moi, c'est marrant parce que ce film, effectivement, je l'ai aimé. Alors, est-ce que c'est peut-être que je suis mascu, hein, Mais non. Mais si. Mais en tout cas, je trouve que c'était... Alors, bizarrement, à l'inverse, moi, je me disais, en fait, c'est un très beau rôle, c'est un rôle de femme. C'est assez jouissif de voir une femme, effectivement, se venger. Alors, bizarrement, je trouvais ça, moi, plutôt excitant. Pas dans le sens pas excitant sexuellement, mais excitant de voir justement un rôle comme ça féminin. Mais peut-être que je me trompe alors. En tout cas, ça a été mal récupéré. Dans le genre, moi, un film que j'ai beaucoup aimé, et là, c'est bien fait, et elle se venge, et c'est
Promising Young Woman. Où là, excellent vraiment, film, que j'ai adoré, où donc on voit une femme trentenaire qui on comprend pas son histoire tout de suite, mais non, je vais spoiler si j'en parle en fait. Mais non, allez voir le film. C'est un film de Emerald Fennell, c'est une femme qui l'a réalisé. Avec Carey Mulligan, que j'adore dans ce rôle. Mais effectivement, c'est dans le même genre, c'est un film. Mais là, tu vois, c'est une femme qui a réalisé, donc pour moi, ça change énormément de choses parce que même si aujourd'hui c'est un peu galvaudé de parler de male gaze, female gaze, on sait plus trop ce qu'on veut raconter, mais pour le coup, là, on voit bien que si on veut parler d'une femme qui se venge, à moins que le mec soit hyper bien formé sur ces sujets-là et empathique, il y a des gros risques que ce soit mal fait si c'est pas une femme qui filme ce genre d'histoire, selon moi. Oui, parce que c'est vrai que les femmes qui se vengent, ça a été aussi un trope beaucoup des films d'horreur. Et puis c'est Tarantino, c'est Kill Bill, c'est le rape and revenge. Et ça, c'est terrible parce que c'est fétichiser les traumatismes d'une femme victime de viol et on va adorer la voir zigouiller des mecs. Et c'est terrible parce que je comprends pas comment on peut adorer ça quand on n'est vraiment pas du tout engagé dans les violences sexistes et sexuelles, parce que vous en avez rien à foutre qu'elle a été violée, vous voulez juste la voir zigouiller des gens. Ouais. Et puis c'est des mecs qui vont se dire féministes parce qu'ils ont adoré Kill Bill, tu vois. Enfin... J'aime bien Kill Bill aussi. C'est terrible. Il va aller avec ses potes. C'est horrible. Ça s'étale. Non mais de quel droit vous lui parlez sur ce ton, vous? D'abord, c'est pas à vous que je parle, d'abord. Mais vous savez à qui vous parlez, là? Je parle à un employé, voilà. On se cache à l'eau crevée, c'est le plus grand écrivain de sa génération. Eh ben, c'est pas ta gueule. Non mais c'est pas écrit sur son visage, si vous voulez savoir. C'est pas écrit sur son visage. Moi, ça n'aime pas de slip là. Non mais tu ça va pas, toi. Eh ben vas-y maintenant, Matt, espèce d'enculé, va. Betty. Tu vois ta gueule, laisse-moi. Eh ben tiens, vas-y maintenant, regarde Matt. Allez, t'es bien placé là maintenant. Ta gueule, toi. Espèce de furie. Ça va? Ça va. Je l'aime tellement. Oh, ça a l'air génial. Bah oui, c'était 37 le matin de Jean-Jacques Benex avec. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Et effectivement, avec Béatrice Dalle dans le rôle de l'hystérique, comme tu les appelles, Maud. Ouais. Alors ça, c'est un trope qui revient beaucoup. Dans des films qui se veulent peut-être parfois un peu plus naturalistes, on va dire, où c'est souvent des histoires d'amour passionné, passionnel. Et Béatrice Dalle, ce personnage de Betty, en plus, à cette époque-là, elle est toute jeune. Elle a cette silhouette de pin-up, elle est trop belle. Donc elle représente à la fois un gros fantasme érotique, parce qu'elle est très sexualisée dans ce film, et puis en même temps, elle est folle, dingue. Elle se crève les yeux littéralement d'amour. Pas une histoire de Kiki. Il faut arrêter avec ça, Marcel. Il faut arrêter avec ça. Il me semble qu'il y a une histoire de Kiki. Et donc, l'hystérique, c'est celle qui se contient pas, qui parle trop fort, qui est une amoureuse trop passionnée et qui connaît pas de limites. L'hystérique, c'est la nana qui perd ses nerfs et c'est vraiment, alors là, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, partout, c'est un trope, un arché meuf foncièrement misogyne qui existe depuis la nuit des temps. Tout simplement parce que on voit très peu des personnages masculins soi-disant hystériques, ou alors s'ils pètent les plombs, c'est toujours justifié par mettons une situation qui veut ça, ou leur passé, leur passé. Ils ont un passé difficile. Souvent d'ailleurs les hommes qui tuent des femmes on est souvent de leur côté parce qu'on se dit elle est bien fait pour sa pomme, elle a pas volé celle-là. C'est chiante. C'est exactement ça. Oui, parce qu'il y a aussi on peut encore revenir un petit peu au gaslighting dont on parlait un petit peu aussi avec Rosemary Baby dans Mia Farrow. Elle est vraiment... c'est son entourage qui l'a fait passer aussi pour cingler là-dedans. Complètement. En plus, Polanski n'en est pas à son coup d'essai. Enfin, il adore filmer des femmes à bout qui pètent les plombs. Comme Répulsion par exemple, Cul-de-sac aussi. Ouais, mais c'est vraiment un truc que lui il adore. Ou alors l'abominable Chinatown où Faye Dunaway se prend 3 tartes dans la gueule de Jack Nicholson pour qu'elle se calme. Et c'est tout à fait normal, c'est une scène normale. Enfin, c'est un classique du cinéma, ça. Gifler une femme pour la calmer. Alors, dans les films de Gabin, il y a le moment Gabin où il gifle alors des hommes, des femmes, des chiens. Tout le monde il gifle tout le monde, mais il a son moment où il faut qu'il mette une baffe. Finalement. Et il y en a un, c'est Touché pas au Grisby, c'est génial. Il fait la double baffe. Jeanne Moreau, boum, Dora Doll, clac. Ah ouais, avec les deux mains en même temps. Ça part. Mais c'est vrai que oui, Robert Mitchum, tout ça, ils ont mis Clark Gable, ils ont mis des tartes. Et Mitchum, en général, il secoue la fille. Et après, il l'embrasse. Et après, il lui roule une grosse pelle et tu dis mais c'est ça l'amour.
breaker. Vous l'aurez sans doute reconnu, la jolie voix d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, bien sûr, Moon River, qui fut un tube. Et je me demande même s'il n'y a pas eu un Oscar pour la chanson et la musique d'Henri Mancini, mais je vous laisse vérifier ça. Donc on va parler maintenant d'un autre archétype, qui est la demoiselle en détresse, et je me permets une pique au passage et de dire que Diamant sur canapé n'est pas un bon film. Allez voir les autres films d'Audrey Hepburn. J'adore ce film, c'est un de mes films préférés, c'est terrible. C'est vraiment pas... Allez voir d'autres choses, allez voir Funny Face et en particulier Charade, où elle a un rôle plus rigolo, mais j'arrête de dire du mal de Diamant sur canapé pour te laisser parler de la demoiselle en détresse. Ouais, alors ça apparaît souvent soit dans les films d'action, soit dans les comédies romantiques. Pour moi, l'exemple le plus parlant dans les films d'action, c'est King Kong, et les comédies romantiques, c'est Pretty Woman. Enfin, on aime beaucoup sortir des travailleuses du sexe dans la rue parce qu'elles savent pas trop ce qu'elles veulent dans la vie. Et puis King Kong, c'est fou parce que là, c'est typiquement tout le monde la veut, quoi. Et le gros singe aussi. Enfin, surtout le gros singe. C'est des femmes qui sont pas assez, d'une part, fortes et pas assez intelligentes non plus pour s'en sortir seules. Donc, il va falloir l'intervention d'un tiers, un homme. Souvent, quasiment toujours dans une relation de romance sexualisée, où vraiment leur salut, leur salvation viendra par la rencontre avec l'homme. Et elles n'auraient jamais pu s'en sortir toutes seules. Et bon, ça, c'est un trope pareil, qui est très très présent et qui est censé faire rêver les petites filles, parce que du coup, ça nous apprend à attendre cet homme qui viendra, parce que sans ça, notre vie, elle n'a pas d'intérêt. C'est un peu le mythe de Cendrillon, et à la fois, surtout, on va y revenir de Pygmalion. Alors, c'est intéressant parce que Pygmalion, c'est une mythologie grecque qui a été pensée dans une pièce de théâtre de Bernard Shaw, qui était un grand féministe pacifiste, très en avance sur son temps dans les années 20. Il y a eu un film en Angleterre avec Wendy Hillier et Leslie Howard. Wendy Hillier habillée en Schiaparelli, c'est un film féministe à mort génial. Et qui s'appelle comment donc ? Qui s'appelle Pygmalion. C'est le premier, Pygmalion. Effectivement, et après donc en 1931, que je vous invite à voir si vous avez l'occasion de le voir, parce que vous connaissez certainement beaucoup mieux My Fair Lady, qui est la deuxième adaptation de la pièce de Bernard Shaw. Alors, en comédie musicale, adaptée de cette comédie musicale, donc il y avait déjà Rex Harrison, et il y a évidemment Audrey Hepburn qui chantait Moon River à l'instant. Audrey Hepburn, qui est ce qu'on peut appeler un piège à vieux. Elle, c'est la demoiselle en détresse, mais surtout avec des mecs qui ont 30 ans de plus qu'elle. Sabrina aussi. Toujours avec des yeux. Et surtout, c'est souvent des anciens sex symboles, parce que Rex Harrison, on l'appelait Sexy Rexy. Humphrey Bogart, il a été sexy en son temps. Gary Cooper, il est... il est au bord de l'EHPAD quand elle joue avec lui dans Sabrina. Il y a Maurice Chevalier, toujours, qui joue les vieux salingues. Ariane, ça, oui. Il fait son père, mon Dieu. Ouais. Non, mais je tiens à dire quand même que pour Charade, où certes, Cary Grant a effectivement ses 27 ans de plus que Audrey Hepburn. Et il est bronzé comme un pain d'épices. Sur la fin de carrière, il était bronzé. Il est très, très sexy dans ce film. Il avait dit que ça le dérangeait d'être avec une femme si jeune. Non, il voulait pas. En fait, il a aimé. Non, mais Cary Grant, il a dit qu'on lui a proposé Sabrina. Il a dit, vous foutez de ma gueule. On lui a proposé Ariane. Il a dit non, les gars, franchement, vous forcez. Quand on lui a proposé Charade, il a dit à Stanley Donen, qui était ils avaient une boîte de prod ensemble. Il lui dit mais jamais de la vie. Ou alors tu réécris totalement le scénario et c'est moi qui suis la demoiselle en détresse. Ouais, par contre, elle n'a pas dérangé avec Sophia Loren. Dans... Ou Grace Kelly. Qui a 20 piges et lui 50, et c'est le love interest tout à fait normal, quoi. Donc c'est pour ça que cette citation, j'ai du mal à la Sophia Loren, elle en fait 40. Même Eva Marissin dans La mort aux trousses, elle est toute jeune aussi. Enfin bref, c'est... Oui, ça a géométrie variable, effectivement. Mais en fait, moi, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est cet exemple de Pretty Woman, qui est quand même hyper controversé, parce que moi, je l'ai vu 1000 fois, ce film, je l'adore. Et je l'adore pourquoi ? Certainement parce que Julia Roberts, elle a une épatante personnalité. C'est une géniale actrice qui fait que ce film, en fait, en le revoyant récemment, je me suis dit, c'est glauque quand même, cette histoire de sexe tarifé. Moi, j'ai pas du tout et en même temps, je peux dire que autour de moi, c'est vraiment le film culte que je regardais quand j'étais gamine. Moi, j'avais pas compris ces histoires de pipe. J'avais pas compris tout ça. De cigarettes ? Non, de drogue, de machin. Mais ce que je retenais, c'était effectivement le happy end. Elle est sauvée. Voilà.
Et d'ailleurs, tu cites aussi, je crois, pas mal de films de super-héros comme Spider-Man avec le rôle de Mary Jane Watson, Kirsten Dunst, ou dans Thor de Kenneth Branagh, Jane Foster, Nathalie Portman. Je pense qu'effectivement, le monde du comics, c'est beaucoup de Demoiselles en détresse. Ça revient tout le temps. Alors, ça commence à changer un petit peu parce que Marvel et DC ont fait des gros efforts. Par exemple, dans le dernier Superman, que moi j'ai aimé parce que je suis très très fan du réalisateur James Gunn. Mais c'est pas tout à fait parfait, mais en tout cas, elle est quand même intelligente et elle sert à quelque chose. Lois Lane, elle est très intéressante comme personnage parce qu'elle est aussi cynique et intelligente et investigatrice que Superman est naïf et bas bleu. Ouais, c'est ça. Et dans les premiers films avec Christopher Reeves et cette géniale actrice qui est Margot Kidder, qui elle aussi malheureusement a eu de gros problèmes de santé mentale, elle est géniale parce qu'elle est justement comme dans la Screwball Comedy, du tac au tac, vive, intéressante, intelligente et avec beaucoup plus de prise de parole que dans le film de James Gunn que j'ai vu aussi, et j'ai trouvé qu'elle avait une portion congrue. Oui, franchement, ce qui est surprenant parce que dans ces Gardiens de la Galaxie pour Marvel, les femmes ont des rôles plus intéressants. Mais clairement, c'est un truc typique du cinéma d'action. On sauve la veuve et l'orphelin, on sauve aussi son love interest qui généralement est très faible. Mais là, même si ces derniers temps, on essaie de leur donner un petit côté intello, c'est le cas notamment dans Thor où Nathalie Portman joue une scientifique. C'est souvent ça qui se passe maintenant. Elle va être faible, mais en même temps lettrée, voilà. Et puis même en plus dans le dernier Thor qui était vraiment pas très bien, elle aussi elle a des, je sais plus. Elle est devenue super héroïne. Elle a son marteau et tout là. Ça t'a pas convaincu, j'ai l'impression. Mais enfin, la faucille. Finalement, après tous ces archétypes, tous ces archémeufs qu'on voit, en fait, finalement tout ça prend racine dans Marcel en a parlé un petit peu, dans la tragédie grecque, dans les déesses grecques, la tragédie grecque, écrite par des hommes. Donc finalement, tout ça, ça vient de là. C'est ça le problème, non ? Peut-être parce que ça a été créé il y a des millénaires par des hommes dans des tragédies. Le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est que c'est les hommes qui continuent à écrire majoritairement, à vendre les idées, à les diffuser, à les programmer. Et qu'en plus de ça, comme c'est les hommes qui décident, les hommes, on l'a dit tout à l'heure, considèrent que les histoires de femmes, c'est pas intéressant. Donc forcément, on va mettre en valeur des trajectoires d'hommes, et puis tous les archétypes qu'on lise depuis tout à l'heure, parfois ça peut être deux en même temps. Typiquement on parle de la demoiselle en détresse, qui est aussi très souvent le faire valoir la femme trophée, qui peut être aussi parfois aussi la demoiselle en détresse est une mère courage, typiquement oui, et il y a aussi des films qui sont tournés par des hommes mais qui sont que des castings féminins. Je pense évidemment à Woman de Cukor qui rassemble c'est ce que j'allais dire. Moi, je dois dire un paquet d'archétypes, mais très marrant. La très grande appellation de c'est les hommes, c'est les hommes. Je trouve que dans le cinéma hollywoodien, ça m'énerve parce que je trouve que des mecs comme Cukor ou comme William Wyler avaient une vraie sensibilité et ont été capables d'écrire des rôles incroyables. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Non, mais ce qu'elle disait, c'est que c'était la production, etc. Toutes ces décisions-là, effectivement, influencent l'image de la femme. Après, à part ça, il y a effectivement des traits. Mankiewicz, on peut pas dire, c'est certainement un sale type. Dans le cinéma actuel, je dis pas parce que je suis beaucoup moins au parfum, mais c'est vrai que dans cette période-là, il y a quand même des choses. Alors tu as dit qu'on pouvait être à la fois de demoiselle en détresse et mère courage. Par contre, c'est rare qu'on soit demoiselle en détresse et moche, parce que moche c'est une autre catégorie. Oui, parce qu'on n'a pas trop d'intérêt, les moches, en fait. D'ailleurs, alors, qu'est-ce que la moche, finalement, dans le cinéma, il y en a eu beaucoup, effectivement. Il y a eu... alors, la moche, il y en a beaucoup, et en plus, c'est souvent des rôles à Oscar, parce que souvent, ce sont des belles femmes qui incarnent les moches, n'est-ce pas ? Ouais, complètement. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Charlize Theron qui a eu l'Oscar dans Monster, où elle joue cette femme... De Patty Jenkins. J'aime pas dire tueuse en série, parce que oui, certes, elle a tué, mais c'est fait parce qu'elle a été violée à chaque fois, et que, bon, elle a fait une bonne excuse. Un peu comme dans Kill Bill, finalement. C'est ça. Elle s'est vengée. Complètement. Les plus moches. Donc, en fait, c'est à chaque fois des actrices qui sont quand même des bombes sexuelles et qui peut-être ont envie de faire autre chose, on leur propose autre chose, mais là, elles vont sans les dire pour un rôle, et ce sera d'autant plus salué que le contraste est frappant entre l'avant et l'après. Donc c'est des rôles à Oscar, les Américains aiment beaucoup les rôles de transformation comme ça, beaucoup dans les biopics aussi, et donc ça va leur permettre d'avoir des rôles autres
que ceux qui étaient stéréotypés avant, dans le sens où on va pouvoir peut-être plus explorer la psyché du personnage, sa trajectoire, et je pense que c'est même peut-être salvateur pour ces actrices-là, mais quelque part, c'est quand même dramatique qu'elles doivent s'enlaidir à ce point pour qu'on s'intéresse pour qu'elles jouent des rôles intéressants. Et puis en plus, parfois, on leur demande de prendre 30 kilos. Enfin voilà, c'est vraiment spécial. Et je pense notamment à Nicole Kidman qui avait se fauné pour jouer Virginia Woolf dans The Hour, pour jouer une femme plus intelligente certainement que sexy. Et il y avait eu, je me souviens d'avoir lu ça dans Elle peut-être, qu'à l'époque, la mode c'était de mettre un faux nez dans les soirées, et c'était particulièrement vu comme un truc ridicule, et en même temps je trouvais ça pas inintéressant j'aime bien les faux nez. Une révélation aujourd'hui encore. Et des fausses moustaches, et je me disais ce serait amusant de se présenter comme ça, parce que c'est effectivement soit il y a la femme balafrée. En l'occurrence, il y a plein de films, par exemple des années 40, où il y a une femme qui a eu un accident, elle est plus montrable, elle est pas belle à voir, mais à la fois, elle a gardé quelque part son intégrité. Mais la prise de poids, elle est vraiment stigmatisante dans les films. Parce qu'on se dit soit elle a un Oscar, soit elle a pris tout ce poids pour rien. Pour rien, c'est dommage. Ouais. Ou alors ça peut être un ressort comique. On pense à Renée Zellweger qui avait pris plusieurs kilos pour jouer Bridget Jones, parce que c'est pas du tout sa morpho à la base. Et à l'époque, toi tu es un peu plus jeune que nous, mais on disait elle a beaucoup grossi. En fait, quand on voit le film, que personnellement j'aime beaucoup, elle est pas grosse. On me dit mais elle est pas grosse du tout. Ouais. On est plutôt habitué à la maigreur des. C'est juste qu'elle était maigre avant. Ouais, c'est ça. En fait, le rôle de la moche n'échouera jamais à une vraie moche. Enfin, je mets des guillemets, la beauté est quelque chose de relatif. Mais donc, ces femmes-là qui ne vont pas rentrer dans les canons de beauté actuels, en tout cas, et admis, elles auront peut-être parfois un rôle marquant. Tu parlais de Bagdad Café, mais c'est des femmes qu'on ne va jamais revoir après. Parce que de toute façon, ces rôles-là, on va vouloir prendre une actrice bankable de base et puis la mochir, en fait. Mais des femmes moches, c'est très rare qu'elles fassent carrière. Évidemment, on va pouvoir trouver quelques exemples, mais beaucoup moins que des hommes pas beaux. Désolé, Vincent Cassel avait quand même un love interest dans cet film aujourd'hui. On verrait jamais une femme avec ce genre de physique. Et ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas envie de voir une femme qui correspond pas au canon de beauté dans un premier rôle. Je pense quand même, celle qui a déjoué un peu tout ça, c'est Glenn Close. Oui, qui avait un physique assez particulier, qui a joué des hommes, des femmes Swinton aussi dans le même genre, qui ont une capacité de transformation vraiment très étonnante. Mais c'est vrai que Glenn Close, concrètement, je pense qu'à chaque fois qu'on pensait à une nana en disant il y en aura une belle, la moche va être Glenn Close. Et inversement, il y avait une fille qui était géniale dans les années 80, qui n'était pas connue spécialement pour avoir un super physique, mais c'était une géniale actrice de comédie qu'on a vue dans le premier La Guerre des Roses, dans À la poursuite du diamant vert, c'était Cassine Turner. C'est elle qui double Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et elle, suite à des problèmes de santé et de prise de poids, elle a été carrément blacklistée. Et là, c'est terrible. Enfin, je veux dire, parce que pour La Guerre des Roses, on l'a ressortie du placard pour qu'elle vienne faire des... un petit caméo, je crois. Non, mais juste des photos, okay. photocall. Et en fait, on se dit... mais en fait, elle nous manque, Kathleen Turner. Elle avait un emploi très screwball comédie, mais dans les années 80, qu'on n'a pas tellement revu. Quand les actrices, globalement, déjà vieillissent, elles ne trouvent plus de travail. Il y a quelques années, à l'époque où le magazine Cosette existait encore, il y avait une super enquête sur des comédiennes de plus de 50 ans qui racontaient qu'elles n'avaient plus de travail, que c'était impossible de trouver du travail, alors que les comédiens de plus de 50 ans avaient beaucoup plus de facilité, parce qu'elles n'étaient... Et c'est dans un autre registre, Muriel Robin qui parlait très bien de ça, vous vous souvenez, il y a 2 ans à peu près, bien, elle disait quand une femme n'est plus baisable, n'est plus pénétrable, elle n'est plus intéressante, elle n'existe plus, on n'existe plus en fait, et puis ça va avec la ménopause aussi, enfin voilà. Et moi j'ai l'exemple d'Adjani qui au bout d'un moment on la voyait plus du tout, et on l'avait vu réapparaître dans La Journée de la jupe, qui était sortie directement sur Arte. Et donc, elle avait pris pas mal de poids. Et puis, c'était plus une jeune fille, ce qui est normal. Oui, c'était plus Camille Claudel, mais en même temps, on pouvait s'en douter. Alors, on a aussi d'autres caractères, archémeufs, comme on dit, la Mani Pixie Dream Girl. Alors, ça, il faudrait que tu m'expliques parce que j'ai un peu de mal à comprendre. Ou la Girl Next Door. Explique-nous un petit peu la Mani Pixie Dream Girl. C'est pas facile à dire. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les comédies romantiques, par exemple.
Alors, littéralement, Manic Pixie Dream Girl, c'est la petite fée un peu faux-folle. D'accord. Un peu mimi, ça peut être traduit de plein de façons différentes, mais globalement, c'est l'idée. Ça va être une histoire où donc, le héros sera le personnage masculin, en général un mec qui traverse une mauvaise passe, qui est un peu mélancolique, et il va tomber sur cette petite nana sans prise de tête qui va lui faire revoir un peu des couleurs dans sa vie. Ce personnage féminin n'a aucun arc narratif propre, il est seulement là pour faire en sorte que le personnage masculin aille mieux. Et donc, ça va être au service, ce sera une narration au service de la narration principale, à savoir celle de l'homme. Et donc, mine de rien, socialement parlant, ça a une grosse importance, ce genre de personnages-là, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui attendent encore aujourd'hui qu'arrive leur Manic Pixie Dream Girl, quoi. Zoé de Chanel a joué beaucoup ce genre de rôle-là. Dans 500 jours ensemble, hein, tu dis. Ouais, mais ça, après, c'est particulier parce que 500 jours ensemble dénonce un peu ce genre de rôle-là. Mais Woody Allen, c'est toute sa filmo. Hein, je me trompe peut-être, j'ai l'impression que Woody Allen, c'est pas celui que tu préfères pour tout ce qui est représentation des femmes. Hein, il y a même Scorsese aussi qui revient souvent. Il y a des réalisateurs comme ça qui reviennent souvent aussi, effectivement. Là, on a parlé. Après, en plus, Scorsese, moi, il y a des films de lui que j'aime beaucoup. Hein, c'est juste que, bon, on peut pas. Il faut pas les voir pour les rôles féminins. En tout cas. Oui, c'est ça. Et puis c'est des femmes qui vont les materner quelque part et qui vont être leurs médicaments. T'as des exemples? Ouais, du coup, Zoé de Chanel. 500 jours ensemble. 500 jours ensemble. Meg Ryan dans Nuit Blanche à Seattle. Meg Ryan, c'est exact. Alors, Meg Ryan a beaucoup joué ça. Vous avez un message? Ouais. Harry rencontre Sally? Ouais. Ou c'est pas vraiment pareil? C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est plus la Girl Next Door, ça, non? C'est ça? Oui. Elle est un peu névrosée, mais plus. Ouais. Alors là, j'ai pas les exemples sous les yeux, j'avais fait une petite liste d'exemples en plus. Non, ce qui est presque célèbre aussi. Oui, alors ça, Kate Hudson. Cameron Crowe, il a fait que des rôles comme ça pour les femmes, globalement. C'est vrai. Oui, c'est une groupie en plus dans ce film-là. C'est vraiment la nana qui a pour but en fait de plaire au rocker et en même temps, ce rocker-là, il a jamais su s'engager. Oui, c'est souvent ça. C'est des mecs qui n'ont jamais trop su s'engager dans la vie parce qu'ils fuient quelque chose. Et puis elle, en fait, elle est vachement bien. Et il y a un côté. Et pourquoi c'est misogyne ce genre d'archétype-là? C'est parce que c'est aussi, ça rejoint tout ce truc. Elle est pas comme les autres filles. Mais c'est quoi les autres filles? Oui, elle est pas comme les autres, mais à la fois elle sait pas faire grand chose. En général, c'est des nanas qui n'ont pas inventé l'eau chaude ni l'uranium, quoi. C'est un truc de nana ce film, non? Oui, ça m'en a tout l'air. Il dit, quel genre de bonne femme peut bien écrire à quelqu'un qu'elle a entendu à la radio? J'ai reçu des centaines de lettres de femmes et des 4 coins du pays. Les femmes aux abois. Ce n'est pas parce qu'une femme cherche l'âme sœur qu'elle est forcément aux abois. Disons-les dévoreuses, les assoiffées d'amour. Non. Vous avez plus de chances de vous faire tuer par un terroriste que de vous faire épouser après la Alors quarantaine. là, c'est absolument faux. Mais bien sûr, chérie. Bien sûr. Je cherche pas une épouse par correspondance. Non, moi, je veux juste trouver quelqu'un avec qui je peux avoir une conversation sympa. Pendant le dîner, et qui se mette pas à chialer comme un veau en pensant à un mélo qu'elle vient d'aller voir. Elle est très sensible. C'est quelque chose qu'on voit dans les années 30. Mais de manière peut-être assez séduisante. Le chemin de la vie, tu penses à Irene Dunn dans Theodora Goes Wild. Theodora Goes Wild avec Melvyn Douglas, ou bien sûr Mon épouse favorite, où c'est Irene Dunn géniale. Qui a disparu pendant 7 ans. Elle était photographe, reporter, elle a disparu dans un naufrage. Elle a laissé son mari tout seul avec 2 enfants. Et le jour où elle revient, Cary Grant va se remarier avec une autre femme. Et elle arrive en marin. Et Cary Grant se rend compte qu'à un moment, en fait, sur l'île déserte, elle n'était pas toute seule, elle était avec un autre mec. Donc, du coup, qu'elle a eu une relation extra-conjugale. C'est quand même très, très en avance. Irene Dunn, elle était vraiment assez spécialiste. C'était la partenaire préférée de Cary Grant, avec qui elle a fait Cette sacrée vérité, et où elle amène un peu, entre guillemets, une espèce de grain de folie, mais en même temps, une vraie personnalité. Enfin, je veux dire, c'est comme quoi c'est possible, en fait, d'utiliser cet archétype quelque part à bon escient. Et je trouve que c'est ce qu'on a perdu un peu dans la comédie romantique des années 2000, où finalement les gens feraient mieux de regarder un petit peu plus ces films anciens, parce qu'il y aurait quelques leçons à tirer justement pour avoir des personnages un peu plus incarnés. Parce que moi j'en ai vu des quantités. Par exemple, je pense que c'était Reese Witherspoon dans les années 2000-2010. C'était Reese Witherspoon qui faisait Legally Blonde, etc. Enfin, ce genre de film, où finalement, à part dans Legally Blonde, elle n'a pas beaucoup de rôles déterminants. Et moi, je sais que je n'aimais pas la comédie romantique parce que j'avais l'impression à chaque fois que c'était des nouilles dans les films. Je disais, mais elles ont toutes l'air cruches. Et le jour où je me suis intéressée au cinéma américain classique
et que j'ai découvert la screwball comedy, je me suis dit, mais ils font quoi les réalisateurs aujourd'hui Foncez sur les screwball comedy. Je suis journaliste. Je suis pas... Enfin, tu sais. Tu n'es pas quoi? Tu sais... Groupie. Nous, on n'est pas des groupies. Les groupies couchent avec les rockstars parce qu'elles veulent être vues avec une célébrité. On est là parce qu'on aime la musique, nous, on est les groupeuses. Avant, elles tenaient une école pour groupeuses. On n'a pas de liaison avec ces gars-là. On inspire leur musique. On est là parce qu'on aime la musique. Bon, alors ça fait beaucoup d'archémeufs, d'archétypes, tout ça. Est-ce que aujourd'hui, avec le féminisme qui gagne, qui grignote, qui est un petit peu du terrain, qui commence à pénétrer un petit peu le cinéma, beaucoup plus de réalisatrices, est-ce qu'on a cette solution-là? Parce que c'est vrai qu'en face, en réaction, on a beaucoup de masculinistes qui veulent garder le steak. Hein. Donc, est-ce que tu es plutôt optimiste sur peut-être la disparition de ces archémeufs? Optimiste, je sais pas. Il y a de plus en plus de réalisatrices et de scénaristes femmes, c'est vrai. Est-ce que la solution vient de là? Oui, clairement. Et ça vient de là. Ça vient aussi de, plus avoir de tabou sur certains sujets. Enfin, ça va de pair, hein, l'évolution de la société et des représentations culturelles. Après, ça va très 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 lentement. Faut n'a qu'à regarder dans les festivals, hein, le pourcentage de films, mais pas forcément des films réalisés par des femmes, des films qui parlent d'histoires de femmes avec des personnages. Avec des portraits de femmes intéressants. Ouais, intéressants de femmes, quoi. Parce qu'un homme peut très bien réaliser un film intéressant sur des femmes. Hein. C'est déjà arrivé, fort heureusement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça avance. Oui, c'est mieux et ça ira toujours mieux. Mais faut voir aussi comment la critique masculine, qui est quand même à 90%, j'en sais rien, masculine, juge les films de meufs, je mets des guillemets, mais c'est quand même... Les films de femmes, c'est comme la BD de femmes. Pénélope Bagieux, par exemple, c'était une BD pour les meufs. Ouais. On n'a jamais parlé de BD pour les mecs. Je crois pas. C'est bizarre, quoi. Oui. Tous les regards sont tous vers moi. Non, je sais pas quoi dire. Oui, t'es de mettre mal. Ouais. C'est vrai que récemment, il y a eu quand même Anatomie d'une chute de Gilles Trier qui avait des beaux rôles, non? C'est marrant parce qu'à chaque fois, on va dire mais oui, mais il y a eu ça. Mais en fait, il y a deux exemples. Tu vas citer Titane et Anatomie d'une chute. Et en fait, ça va être 70 ans d'histoire du Festival de Cannes où il y aura eu 3 meufs. Il y aura eu ma chouchou Jane Campion. Et en plus, c'était un co-prix. C'était un prix partagé. Oui, il fallait pas déconner non plus. Et puis ensuite, il a fallu attendre. C'était mon année de naissance, donc il a fallu attendre genre 30 ans pour qu'il y ait une autre meuf. Et l'année d'après, et en fait, comme il y a eu l'effet où 2 années de suite, c'était une meuf, on s'est dit, bon, il y en a pas mal en fait. Alors que non, c'est genre 0,5%. Et en plus, on parle même pas de la sélection, parce que là, on parle que de la Palme d'Or, mais parlons de tous les prix et parlons de la sélection globalement. Il n'y a pas de meufs et puis même en plus il n'y a pas d'histoire de meufs trop non plus, quoi. Et puis en plus c'est dingue parce qu'on parle souvent de portrait de femme. Mais oui. Un beau portrait de femme, on dirait jamais un beau portrait d'homme. C'est la fin des bobines, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Un grand merci à Maud Le Rest. On rappelle le titre de votre dernier ouvrage. Tu devrais voir quelqu'un, aux éditions Anne Carrière. Et on peut vous suivre bien sûr sur Instagram. Et prochainement peut-être chez nous. Oui, on espère te revoir sur un autre sujet peut-être, hein. On verra ça. On va voir. On va voir. Oh là là, c'est pas gagné en tout cas. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur toutes les plateformes favorites, hein, vous avez l'habitude. Et n'hésitez pas à écouter les anciennes émissions aussi, hein, elles sont disponibles sur Jane Fonda, sur Carpenter, sur Mae West, sur Gina Arlo. Bah là, il y en a plein. Tous ces archémeufs qu'on adore. Quelle chance, petit vénard. Vous avez encore plein de choses à écouter. Merci à tous et à très vite, j'espère. À bientôt. Ciao. Ciao.